La Terre est un théâtre ancien. Bien avant qu'un mot ne soit prononcé, avant qu'un feu ne soit allumé par une main humaine, avant qu'un temple ou qu'une cité ne s'élève, la planète était déjà là, immobile et patiente. Elle portait en elle les cicatrices du feu et de la glace, les traces de collisions cosmiques, et le silence des airs qui se succédaient comme des battements lents, inaudibles, dans l'immensité du temps. Depuis 4,5 milliards d'années, la Terre observe. Elle a vu les océans monter comme des marées sans fin, recouvrir les continents, puis se retirer, révélant des terres oubliées. Elle a vu les montagnes s'ériger dans des convulsions de pierre et de feu, avant de s'éroder, grain après grain, jusqu'à redevenir poussière. Elle a senti les glaciers raboter sa surface, effaçant des paysages entiers comme on efface les lignes d'un manuscrit. Chaque époque, chaque âge, a laissé des empreintes, compressées dans la pierre comme des souvenirs fossilisés. Les forêts antiques sont devenues du charbon, les coquillages marins des falaises calcaires, et les ossements de créatures disparues des archives muettes. Les continents se sont heurtés, puis séparés à nouveau, dérivant lentement dans une danse tectonique qui dure encore aujourd'hui. Au-dessus, les étoiles veillent. Elles ont contemplé, indifférentes, l'ascension et la chute d'innombrables formes de vie. Elles ont vu les premiers poissons s'aventurer hors de l'eau, les premiers arbres transformer l'atmosphère, les dinosaures régner puis disparaître. Elles ont vu l'homme émerger, fragile et audacieux, croyant être l'aboutissement, le sommet de cette histoire. Mais une question demeure, suspendue dans l'obscurité, et si l'humanité n'était pas la première? Et si, sous nos pieds, enfouie dans les couches profondes du VIe siècle, une idée étrange commença à circuler dans les cercles scientifiques européens. Dans un monde encore façonné par la révolution industrielle, où la science cherchait à comprendre l'origine de la vie avec la même ferveur qu'elle déchiffrait les lois de la vapeur et de l'électricité, quelques voix osèrent poser une hypothèse vertigineuse, et si la vie n'était pas née sur Terre? William Thomson, plus connu sous le nom de Lord Kelvin, imagina que les germes de la vie auraient pu voyager à travers l'espace, transportés par des fragments de monde brisés, portés par des météorites à travers le vide. Peu après, le chimiste suédois Svante Arrhenius affina cette intuition. En 1903, il forgea le terme panspermie, décrivant un univers où les spores de la vie dériveraient d'étoile en étoile, comme des graines portées par des vents cosmiques. Ce n'était pas une légende ni une métaphore poétique, c'était une hypothèse testable, enracinée dans une logique scientifique. Car les cieux, eux-mêmes, semblaient offrir des indices. Lorsque les premiers météorites furent étudiés avec attention, certains révélèrent un contenu surprenant, les chondrites carbonées, pierres venues des profondeurs de l'espace, contenaient des composés organiques. Au milieu de leur poussière minérale se cachaient les briques de la vie, des acides aminés. Ces molécules, indispensables à la construction des protéines, semblaient indiquer que la chimie de la vie n'était pas confinée à notre planète, mais disséminée dans l'univers. L'humanité, fascinée par ce constat, se mit à entrevoir une possibilité déroutante, peut-être que la Terre n'avait pas inventé la vie, mais seulement offert un refuge fertile à des germes venus d'ailleurs. Peut-être que chaque océan, chaque étendue de terre, chaque souffle de vent n'était que l'écho d'une histoire beaucoup plus ancienne, écrite parmi les étoiles. Ainsi naquit une question qui continue de hanter la science moderne, notre existence est-elle le fruit d'un isolement improbable, ou bien le témoignage d'une continuité cosmique, où la vie voyage et renaît, à travers les âges et les mondes? Au tournant du XX siècle, une fissure apparut dans le mur solide de la pensée scientifique. Jusqu'alors, la Terre avait été perçue comme le berceau exclusif de la vie, un creuset unique où la chimie s'était lentement métamorphosée en biologie. Mais les météorites, tombés des profondeurs de l'espace, révélèrent une vérité troublante, ils portaient en eux des molécules organiques complexes. Ces pierres célestes, voyageuses millénaires, contenaient des acides aminés, les briques fondamentales des protéines. Leur présence défiait les certitudes. Si la chimie de la vie pouvait s'assembler au cœur de mondes lointains, alors la frontière entre la Terre et le cosmos s'effaçait. La vie, ou du moins ses précurseurs, n'était pas confinée à notre planète, ils circulaient à travers l'univers comme des pèlerins éternels. Mais cette révélation soulevait un paradoxe vertigineux. Comment ces molécules, si fragiles, avaient-elles pu survivre au froid glacial de l'espace, à l'assaut du rayonnement cosmique, et à la fournaise de la rentrée atmosphérique? Chaque météorite ayant atteint la Terre semblait porter la preuve que, contre toute probabilité, la matière de la vie pouvait franchir des abîmes interstellaires et résister à des épreuves cataclysmiques. Pourtant, cette vision cosmique entrait en conflit avec le modèle darwinien de l'abiogenèse terrestre, selon lequel la vie avait émergé ici-bas, des océans primitifs, grâce à une lente alchimie de molécules. Si la panspermie contenait une part de vérité, alors la Terre n'était peut-être qu'un réceptacle, un jardin fertile pour des graines semées depuis les étoiles.
Cette idée, à la fois dérangeante et grandiose, portait en elle un écho philosophique. Car si la vie peut fleurir en de multiples lieux de l'univers, alors l'humanité n'est plus unique. Elle devient un chapitre d'un récit bien plus vaste, celui d'une intelligence qui, peut-être, a déjà germé ailleurs, s'est éteinte, ou renaît sous d'autres formes. La civilisation humaine n'apparaît plus comme un miracle isolé, mais comme l'une des innombrables floraisons d'un processus cosmique sans fin. Au début du XXI siècle, l'humanité tourna ses instruments les plus précis vers les messagers de glace et de poussière qui traversent notre système solaire. Les missions spatiales Stardust et Rosetta, envoyées par la NASA et l'ESA, firent des découvertes saisissantes. À la surface des comètes, ces reliques de la naissance du Soleil, elles détectèrent des molécules organiques, parmi lesquelles la glycine, l'un des acides aminés les plus simples mais essentiels à la chimie du vivant. Ces mondes gelés, errant depuis des milliards d'années, révélaient ainsi qu'ils transportaient depuis toujours les semences de la vie. Bien avant ces voyages interstellaires, un autre fragment venu du ciel avait bouleversé la science. En 1969, le météorite de Murchison, tombé en Australie, offrit une révélation, plus de 70 acides aminés différents y furent identifiés, certains étrangers à la Terre. Chaque éclat de pierre portait la mémoire d'un laboratoire cosmique, actif bien avant l'émergence de notre planète. Dans les laboratoires terrestres, les chercheurs tentèrent de comprendre. Ils recréèrent les conditions glaciales des nuages interstellaires, irradiant des mélanges simples de glace et de gaz. À leur surprise, ces environnements austères produisirent spontanément des molécules organiques complexes. La chimie de la vie ne semblait pas confinée à des océans terrestres, mais pouvait naître dans les ténèbres glacées de l'espace. Puis, les télescopes révélèrent un motif plus vaste encore. Dans les régions où de nouvelles étoiles s'allument, au cœur des disques protoplanétaires, les signatures spectrales d'alcool, d'hydrocarbures et d'acides aminés furent détectées. Dans l'immensité glaciale de l'espace, la vie révèle une double nature, une fragilité extrême et une persistance presque indestructible. Là où la plupart des organismes s'effondrent face au vide, à la sécheresse ou au rayonnement cosmique, certains microbes résistent. Des bactéries ont survécu à des doses de radiation 1000 fois supérieures à celles qui anéantiraient un être humain. Des spores, réduites à l'apparence de poussière, ont enduré des décennies dans des conditions de stérilité totale, pour renaître au premier contact de l'eau. Et puis, il y a les tardigrades. Ces créatures microscopiques, semblables à des fantômes trapus de l'évolution, ont résisté au vide spatial lui-même. Exposés aux rayons ultraviolets du Soleil et au froid du cosmos, ils ont survécu, comme si la vie refusait obstinément de céder face au néant. Ces organismes deviennent alors le symbole d'un paradoxe cosmique, la fragilité de chaque individu, et la résilience infinie de la vie en tant que force universelle. De cette constatation naît une hypothèse vertigineuse. Si des microbes peuvent traverser le vide interplanétaire, nichés dans des fragments de roches arrachés par un impact, alors la Terre n'est peut-être pas un sanctuaire isolé. Elle pourrait être à la fois donatrice et réceptrice, exportant des germes de vie vers d'autres mondes, tout en accueillant ceux venus d'ailleurs. Mais une conséquence encore plus troublante se dessine, si la vie peut voyager ainsi, alors des lignées entières, peut-être même des civilisations, pourraient naître, prospérer, et disparaître sans jamais laisser de traces visibles. Des cycles d'intelligence pourraient s'allumer et se accent aigu dans le silence des bibliothèques et des laboratoires, certains esprits ont osé pousser plus loin encore les frontières de l'imagination scientifique. En 1973, Francis Crick, l'un des découvreurs de la structure de l'ADN, avança une hypothèse audacieuse, celle de la panspermie dirigée. Selon lui, il n'était pas impossible que la vie terrestre ait été intentionnellement semée par une civilisation ancienne, technologiquement avancée, désireuse de répandre son héritage biologique à travers la galaxie. Une idée vertigineuse, où la Terre deviendrait le champ d'expérience d'intelligence disparue depuis des millions d'années. À côté de cette vision presque mythique, d'autres hypothèses reposent sur des mécanismes purement physiques. La plus étudiée est celle de la lithopanspermie. Lorsqu'un astéroïde frappe une planète avec une violence extrême, il peut arracher des fragments de roches et les projeter hors de l'atmosphère. Ces blocs, parfois porteurs de micro-organismes, pourraient voyager des millions d'années dans l'espace, avant de s'échouer sur un autre monde. Certains scientifiques estiment que la vie terrestre pourrait même être la descendante d'organismes martiens, transportés jadis par ce biais. Il existe aussi des hypothèses plus subtiles, la balistique panspermia, où des particules microscopiques de vie voyagent portées par la poussière cosmique, et la radiopanspermia, où des microbes, légers comme du pollen, dériveraient lentement sous la pression du rayonnement stellaire, franchissant des distances interstellaires inimaginables. Ces scénarios, aussi spéculatifs soient-ils, posent une question déstabilisante.
Si la vie peut se déplacer, se répandre, s'enraciner dans des mondes lointains, alors pourquoi pas l'intelligence elle-même? Peut-être que les civilisations suivent un destin semblable à celui des graines, certaines germent et fleurissent, d'autres s'éteignent, d'autres encore se dispersent dans le vent du cosmos, invisibles à nos yeux, effacés par l'immensité du temps. La Terre, dans ce cadre, n'apparaît plus comme un havre unique, mais comme un maillon d'une chaîne infinie. Elle aurait pu être ensemencée, mais elle pourrait aussi devenir ensemenceuse. Dans des millions d'années, des fragments arrachés à notre planète pourraient porter ailleurs des traces de nos océans, de nos forêts, ou même de notre civilisation. Ainsi, la question demeure suspendue dans l'obscurité, sommes-nous le fruit d'une histoire commencée bien avant nous, ou les jardiniers inconscients d'un futur que nous ne verrons jamais? Dans les plaines arides de Mars, le rover Perseverance poursuit sa lente exploration. Chaque roche qu'il fourre, chaque grain de poussière qu'il analyse, porte la promesse d'une réponse. Y a-t-il eu, un jour, une trace de vie sur la planète rouge? À travers ces instruments, l'humanité scrute des minéraux fossilisés, des dépôts sédimentaires, des molécules carbonées, cherchant l'empreinte infime d'un passé biologique. Mais Mars n'est pas seul à attirer les regards. Dans les profondeurs glacées du système solaire, d'autres mondes se dressent comme des énigmes. Europa, lune de Jupiter, et Encelade, lune de Saturne, dissimulent sous leur croûte gelée des océans entiers. Les futures missions Europa Clipper de la NASA et JUICE de l'ESA s'apprêtent à sonder ces mondes océaniques, où des cheminées hydrothermales pourraient nourrir une biosphère invisible. Si la vie existe ailleurs, c'est peut-être là, sous des kilomètres de glace, qu'elle attend d'être découverte. Les pierres venues du ciel offrent aussi des indices. Les missions de retour d'échantillons, qu'il s'agisse des astéroïdes Ryugu et Bennu ou des comètes traversées par Rosetta, ramènent sur Terre les archives chimiques du cosmos. Dans ces poussières anciennes se cachent parfois des acides aminés, comme ceux découverts dans la météorite de Murchison, rappelant que les briques de la vie ne sont pas propres à notre monde. Dans les laboratoires, des expériences reproduisent l'entrée brûlante dans l'atmosphère, testant la survie des molécules organiques et même de certains microbes. D'autres chercheurs plongent dans le code génétique terrestre, cherchant des motifs universels qui pourraient, un jour, être comparés à d'éventuelles signatures biologiques venues d'ailleurs. Ainsi, le débat se poursuit, tendu comme une corde entre deux pôles. D'un côté, l'abiogenèse, l'idée que la vie est née ici, par la seule alchimie de la Terre primitive. De l'autre, la panspermie, l'hypothèse que nous ne sommes que l'écho d'une semence cosmique plus ancienne, portée par la poussière d'étoiles et les comètes errantes. Chaque mission, chaque simulation, chaque fragment de roche recueilli ajoute une pièce au puzzle. Et pourtant, l'image demeure incomplète, comme une fresque immense dont seules quelques lignes émergent encore de l'obscurité. Sous la voûte silencieuse des étoiles, l'humanité lève les yeux, comme un pèlerin dans une cathédrale de lumière. Chaque constellation paraît un vitrail ancien, chaque étoile une flamme qui brûle depuis des milliards d'années, éclairant une question obsédante, sommes-nous seuls? Ou bien ne sommes-nous qu'une note fragile dans une symphonie déjà commencée, bien avant nous, et qui résonnera longtemps après notre disparition? La Terre, ce jardin bleu suspendu dans l'océan noir, n'est peut-être qu'une île parmi d'innombrables archipels de vie. Si les briques biologiques voyagent entre les mondes, si les graines de la vie peuvent se poser sur des planètes étrangères, alors nous pourrions être les héritiers invisibles d'un arbre cosmique dont les racines s'étendent au-delà de notre ciel. Et si, enfouis sous les sédiments ou les glaces antiques, demeuraient les vestiges d'autres civilisations, effacés par l'implacable mécanique du temps? Cela ne réduirait pas notre place, cela la rendrait plus mystérieuse encore. Car exister au sein d'un continuum, c'est appartenir à une histoire plus vaste que soi. Qu'elle vienne de la poussière d'étoiles ou de l'alchimie terrestre, la vie nous relie à un réseau universel de matière, d'énergie et de mémoire. La panspermie, loin de diminuer notre importance, élargit notre horizon. Elle nous rappelle que l'homme n'est pas seulement l'enfant de la Terre, mais peut-être aussi l'enfant des étoiles. Ainsi, qu'importe si nous sommes les premiers, ou les derniers. Notre existence s'inscrit dans un récit ancien, tissé par le cosmos, où chaque monde, chaque souffle de vie, n'est qu'un chapitre. Et peut-être, dans la lenteur infinie des âges, l'univers chuchote encore cette vérité, l'histoire de la Terre n'est ni le commencement de la vie, ni sa fin, mais seulement un chapitre d'un récit que l'univers écrit depuis des milliards d'années.